en général comprend. Et j'ai cru comprendre que dans la salle, il y a quelqu'un qui fait un peu, qui travaille, qui a donné un exemple sur la banque. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est de montrer comment classer quelques clients en bon ou mauvais en se basant sur quelques petites caractéristiques. J'ai augmenté juste un peu la police voilà, pour être sûr qu'on voit bien. Et puis, on va se lancer. Donc, l'idée, c'est que ce soit un peu interactif. Et ceux qui font pas du R, bon, je suis désolé si vous comprenez pas tout. Le but, c'est pas vraiment de tout comprendre, c'est plus les résultats qui sont intéressants et de montrer un peu ce qu'on attend. Donc, on parle d'une problématique simple. Ton boss, il vient, il te dit, bon, voilà, j'ai des données, j'ai besoin que tu me fasses un produit de données, donc des informations, tu me transformes ça en décision si tu veux. Et donc, c'est de là qu'on parle de la production. Et tu reçois ton fichier CSV. Donc, moi, je suis statisticien, je reçois un CSV. La première chose à faire, effectivement, c'est de lancer l'outil que j'utilise la plupart du temps, qui est R. Donc, je lance. La première étape avant de faire un modèle de machine learning, c'est déjà de faire un peu d'analyse exploratoire, mais elle va être très, très rapide sur le coup parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et je vais essayer d'aller un peu vite. Mais c'est juste pour vous montrer un peu le processus rapidement de la donnée brute à quelques produits d'information qui peuvent être utilisés. Voilà. Donc, je regarde les données, je vois que j'ai quelques observations, pas de valeur manquante, tout va bien. Par contre, je vois que cette colonne identifiant, il y a 468 uniques et c'est la taille de la base de données. Donc, je vais l'enlever parce que ça ne me sert à rien. Et là, je vais commencer à faire des graphiques et des tables. Donc, le code, pour le faire, c'est pas très, très intéressant. Donc, c'est pas la tête à trop chercher à lire les lignes de code. Ce qui est important, c'est juste de discuter un peu de ça. Donc, ça, c'est un graphique, par exemple, qui montre rapidement la distribution des variables qui vont être utilisées pour dire qui est mauvais et qui est bon. On peut déjà lire quelque chose rapidement. Donc, en général, ce qui ressort bien, c'est que quand on a un encours de plus de 5 c'est après 500 000, on a 80% de l'échantillon de bons ont un encours qui dépasse 500 000. Après, au niveau des autres variables qui jouent beaucoup, il y a la domiciliation des salaires. Quand ton salaire est domicilié, tu as de très fortes chances de te faire accepter un prêt. Donc, c'est des choses assez logiques. Au niveau du statut matrimonial, le seul truc bizarre qui apparaît, c'est que les veufs sont souvent des mauvais clients. Donc, c'est un peu bizarre. Peut-être qu'il n'y a pas assez de veufs aussi dans la base de données. Et du coup, peut-être pas assez d'informations dessus. Donc, on va partir dessus. Et juste pour avoir une idée un peu de la relation entre les variables et celle qui m'intéresse, qui est de savoir si un client est bon ou mauvais, je fais un petit ACM. L'ACM, c'est une analyse multivariée qui s'applique à des variables qualitatives. Elle permet de synthétiser l'information sur un plan, en fait, si vous voulez. Donc, on va voir toutes les modalités sur un plan factoriel et on va projeter la variable d'intérêt dessus pour voir un peu comment elle se positionne par rapport à celle qui nous intéresse. J'espère que le noir est visible. Tierno, tu me diras si c'est pas visible. Donc, ici, on a la partie où elle est bon client, là, elle est mauvais, et ça, c'est le plan factoriel. Et ici, on voit, par exemple, que les bons clients sont associés à des gens mariés, domiciliation du salaire, à partir de la quarantaine, même, voire cinquantaine, et qui ont une certaine ancienneté à la banque, avec un encours. Par contre, les mauvais clients, c'est salaire non domicilié, haute profession, ainsi de suite. Bon, une fois que j'ai vu ça, je me dis, bon, les données ont un peu de sens, il n'y a pas trop de trucs pourris dessus. Donc, je peux les utiliser pour faire un premier modèle. Je vais faire un truc assez simple. Donc, pour moi, le plus simple, quand j'ai des données binaires, c'est une régression logistique. Je ne veux pas faire vraiment de modèle un peu compliqué, non paramétrique, comme des arbres à décision d'ensemble ou du deep learning. C'est juste pour montrer rapidement. Donc, je fais un split à 70%, donc 30% pour faire mon modèle et 70% pour faire mon modèle et 30% pour le tester. Ensuite, je dis que je vais faire le classif et j'utilise les modèles linéaires généralisés. Donc, j'utilise la régression logistique classique qui est codée dans R. Je mets un seed pour que ce soit reproductible. Et là, je fais ma prédiction. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, hop. Voilà. Une fois que j'ai ça, je regarde rapidement quelques métriques. Bon, parce que je travaille avec des labels et je ne prédis pas des probabilités, j'ai moins d'options en termes de métriques. Donc là, j'ai
le pourcentage de bien classés, et j'ai le CAPA, qui est un indicateur qui compare tes prédictions à des prédictions plus ou moins aléatoires. D'une certaine façon, ça va de pair avec un peu l'accuracy. Un CAPA qui est entre 0,4 et 0,5, c'est accepté, et 0,6, c'est acceptable. Après, ça, c'est une règle heuristique. Donc, mais en général, dans la pratique, c'est ce que les gens font. Donc, pour avoir un bon modèle, il faut aller à partir de peut-être à peu près 0,6. Ça dépend du niveau de balance aussi qu'on a au niveau de la variable à expliquer. Bon, ça, c'est fait. Donc, j'ai exploré mes variables rapidement, j'ai ouvert ma base de données, j'ai fait mon EDA, j'ai fait un petit modèle vite fait. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je balance ce résultat comme ça, je fais les figures, j'envoie à mon boss. Je peux le faire, mais ça ne le permettra pas à lui ou au manager qui doit prendre des décisions de dire, bon, voilà mon nouveau dossier, voilà les informations que j'ai sur ce dossier. Est-ce qu'on lui accorde ou pas un prêt? Et quels sont les risques si on lui accorde un prêt, par exemple? Donc, j'enregistre les résultats de mon modèle dans d'autres dossiers. Vous allez voir pourquoi je fais ça. C'est un peu comme ceux qui utilisent Python et qui font des pickles après de leur modèle. Donc, c'est un peu l'équivalent que je suis en train de faire. Donc, une fois que j'ai fait mon modèle, j'ai deux options. Dans R, comme en Python, n'importe quel autre langage, production, ça peut dire beaucoup de choses. Chez nous, la plupart du temps, c'est faire une dashboard, c'est déjà un truc en production. Parce qu'il y a des KPI, il y a des indicateurs et la personne utilise les indicateurs pour prendre des décisions. Donc, on peut se dire, bon, allez, je vais pas me casser la tête. Je veux juste faire une application rapide. Hop, hop, hop. Hop. J'espère que vous la voyez. OK, je vous ai épargné le code un peu. Hop, voilà. Donc, je pourrais le partager après à ceux qui sont intéressés. Mais l'idée de cette application, c'est un truc vraiment simple, hein. Je mets les caractéristiques que j'ai dans ma base de données. Par exemple, j'ai un nouveau client, j'enregistre et puis je dis, bon, on va ajouter l'information là. Vous voyez, là, ça apparaît. Donc là, j'ai un client qui est entre 23 et 40 ans, il est célibataire, ça fait moins d'1 an qu'il est dans la banque, il domicilie son salaire, il est employé et son encours entre 200 000 et 500 000. Donc, du coup, là, je peux cliquer sur le bouton prédire et ça me sort directement, c'est un bon client. Bon, ça, je l'ai fait en 5 minutes et je ne suis pas très fort en CSS et tout le reste, hein. Donc, avec un peu plus de temps, on peut faire une belle application avec des graphiques et tout le reste. Parce que Shiny, en fait, c'est juste un wrapper autour de Bootstrap déjà comme ceux qui utilisent Bootstrap, souvent, ils doivent reconnaître quand même certains widgets. Et après, ça wrap un peu plein de choses de JavaScript, donc on peut faire pas mal de choses dessus. En gros, Shiny, c'est faire du JavaScript à partir de R pour faire des applications assez rapides. Donc, du modèle à l'application, à tout casser, si tu as l'habitude de faire du Shiny, tu peux faire une application comme ça en 5 minutes. Je peux vous montrer rapidement les lignes de code si vous voulez. Hop. Shiny, hop. Excusez-moi. Voilà. Ouais, donc du coup, je charge le modèle. Et ensuite, ça, c'est la partie UI du… Vous voyez un peu, c'est comme ça que je fais. Ça, c'est des inputs, par exemple, pour l'ancienneté. Donc, ça, c'est la partie UI. Shiny, c'est toujours en deux choses. Il y a toujours la partie UI qui est là et il y a la partie serveur. Donc, la partie serveur, c'est là que je fais la logique la plus difficile. J'explique comment le modèle comment je rajoute des lignes sur la table, comment je les enlève. Et la partie la plus importante, c'est ici, comment je prédis. Donc, je prédis ici. Je récupère le label de prédiction, je le rajoute à la table et ensuite je mets à jour. C'est aussi simple que ça. Voilà. Hop. Donc, on peut rajouter un peu plein d'infos. Bon, allez, je vais prendre quelqu'un de 50 ans, veuf, allez, pour voir. Ça fait 6 ans, plus de 6 ans qu'il a en banque, il domicile, voilà, c'est un cadre et il a un encours de plus de 5. Voilà, je vais rajouter et je prédis. On dit que c'est un bon client. OK. Donc, si je diminue son encours, par exemple, je mets -2, je rajoute.
Je prédis, là, c'est un mauvais client. Donc, vous voyez que l'encours, par exemple, a un effet assez important. Donc, ça, c'est un truc qu'on peut faire et un truc beaucoup plus joli. On peut faire des belles applications avec plein de graphiques. J'ai vu, par exemple, qu'avec Covid et tout, il y a eu plein de dashboards qui apparaissent pas forcément en Shiny Air, mais et je vois des gens qui sont très créatifs pour faire de belles choses, donc on peut en faire. Mais ça, c'est juste un seul scénario de la mise en production. Et l'autre scénario, c'est non seulement tu travailles avec le manager, mais tu travailles avec des ingénieurs. Et ils n'utilisent pas R la plupart du temps. Ils travaillent avec d'autres outils. Ça peut être Java, Go, euh, Python la plupart du temps maintenant. Et du coup, lui, il a une pipeline, il a plein d'outils qui sont déjà là, qui marchent. Et il dit, bon, c'est bien tout ce que tu fais avec R et tout, mais moi, je ne peux pas utiliser tes résultats. Du coup, là, on se place dans un autre scénario. Et en général, le plus simple, c'est de faire une API. Je ne veux pas utiliser le terme microservice. Je vais dire juste une petite API REST. Et franchement, ça sera aussi une très, très minimale. Donc, il y a quelques frameworks pour faire des API sous R. Et un qui est très populaire s'appelle Plummer. Il y en a un autre qui est pas mal qui s'appelle REST Airserve aussi. Il est bien parce qu'il est, par défaut, il te fait des requêtes en parallèle. Donc, il lance des forks de R. Ce que Plummer ne fait pas par défaut. Il faut rajouter des choses. Donc, on part sur le scénario numéro 2. Il n'y a pas d'interaction, donc j'ai l'impression que je vais un peu vite, c'est dommage. Mais bon. Non, pour moi, c'est bon. Hein. C'est bon, ouais, mais bon, il ne faut pas que j'aille tout seul parce que en plus, je ne vois pas les gens. Anyway. Donc, scénario numéro 2. J'ai fait mon application, ma dashboard, c'est bien, mais l'ingénieur n'est pas content, il veut autre chose. Je dis, OK, d'accord. Pour l'ingénieur, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle une API Plumber avec R. Et comme Shiny, les outils sont assez simples à mettre en place quand on lit la doc. En réalité, ça marche juste avec des décorateurs, si vous voulez. Vous voyez, en fait, cette syntaxe qui ressemble à un commentaire, en fait, c'est un décorateur. Donc, cette fonction n'est pas bien importante. Ça, c'est pour faire un peu du login. Mais c'est plus ici qu'il faut regarder. Vous voyez que c'est vraiment basique. Je définis toutes les variables dont je vais avoir besoin. Je dis âge, ainsi de suite. Et je crée une base de données qui va contenir les inputs de la personne qui va taper. Et ensuite, je prédis, tout simplement. Sachant que j'ai loadé le modèle que j'ai déjà construit un peu plus haut. Il y a plusieurs façons de faire. Une autre façon de faire, c'est les données existent déjà, elles sont dans une base de données. On peut transformer les informations en JSON et faire un post, par exemple, et mettre JSON sur le body directement. Mais bon, là, j'ai préféré aller sur un truc comme ça parce que c'est beaucoup plus simple et visible ce qu'on va faire. Donc, une fois qu'on a une API comme ça, ce qu'on peut faire avec R, je vais tester, je vais chercher à faire un launch. Voilà, j'espère que ça va marcher. Hop. Voilà. OK. Pour la doc, il y a la possibilité d'utiliser Swagger par défaut. Je ne suis pas au courant s'il y a d'autres options que Swagger, mais bon, ça doit être, pour ceux qui maîtrisent bien, c'est sûr que ça doit être, on peut rajouter. Et puis voilà, donc j'obtiens quelque chose comme ça. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer voilà. Donc du coup, je peux venir ici, je mets try. Donc je fais pareil, hein, comme avec l'application web qu'on a développée rapidement. Je peux mettre moins de 2 en encours, employé. Il n'a pas son salaire, moins d'1 an. J'ai envie qu'on me dise non en fait. Bon allez, c'est libre, c'est plus réaliste. Il a moins de 23 ans. Je pense que lui, il a très peu de chances qu'on accepte son prêt. Voilà, on dit que c'est un mauvais client. Oui. Donc ça, si vous tapez sur curl sur le terminal, ça peut marcher. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre langage ou avec un framework pour faire des requêtes HTTP et vous pouvez récupérer le résultat. Donc voilà. Mais ça, c'est ce que j'ai fait en local. Il y a une option aussi pour pouvoir le déployer rapidement sur un serveur. Bon, une option. Tu peux le faire. Moi, j'ai chronométré entre le moment où tu crées ton instance, ta droplet sur Digital Ocean. Si tu sais installer R rapidement sur Ubuntu et tu comptes pas le temps de l'installation de R,
le déploiement, c'est assez rapide et c'est très proche d'un déploiement de n'importe quel autre outil, par exemple. Je pense que c'est proche de comment on déploie sur Flask. Tu crées un dossier dans VAR, tu installes bien les choses. Mais moi, je suis passé par systemd après pour lancer mon application. Donc, je vais vous montrer rapidement aussi ça. Donc là, j'ai déjà une application locale. Mon problème, c'est comment est-ce que je rends cette application disponible à d'autres personnes. Comment est-ce que d'autres personnes peuvent l'utiliser? Donc là, du coup, la première étape, c'est d'aller sur n'importe quel… si vous avez un serveur en interne, c'est bien. Sinon, vous prenez un VPS en ligne et avec n'importe quel Linux, n'importe quelle distribution. J'ai pris Ubuntu. Et l'idée ici, c'est vraiment d'installer déjà R et d'installer tous les packages que vous utilisez pour le faire. Après, l'autre étape, et je vais passer par les outils qu'il y a déjà dans R. Vous pouvez le faire manuellement, mais c'est beaucoup plus facile de faire le déploiement à travers R. Il y a déjà des outils. Donc, en gros, ce sont des wrappers autour de SSH. Vous faites du SSH sur votre serveur et par exemple, ça, c'est juste du SSH pour dire installe le package Plumber, installe-moi ce directory dans ton serveur. Cette fonction, je l'ai un peu modifiée. Il y en a une qui ressemble à celle-là, mais je n'ai pas voulu l'utiliser parce qu'elle ne faisait pas exactement ce que je voulais. Donc, j'ai changé. Vous installez Kings, vous installez UFW, vous ouvrez les bons ports. Je ne suis pas développeur, hein, donc je sais qu'il y a des experts qui sont là, qui pourront, s'il y a des questions assez compliquées, en parler. Mais donc, ça, c'est des choses assez basiques. Une fois que c'est fait, vous placez dans le dossier où il y a ce que vous voulez pusher dans le serveur et vous donnez le nom de votre droplet. Je peux quand même vous montrer ça, cette partie au moins. Hop. Juste montrer que c'est une vraie droplet. Hop là, vous voyez, voilà, celle-là, elle est active depuis peu, je vais la détruire un peu après. Et dès que vous avez fait tout ça, en 5-10 minutes, vous pouvez pusher votre API sur ça, justement. Vous voyez cette adresse, je peux la copier ici. Hop. Voilà. Et par défaut, j'ai mis Swagger, donc attendez, je vais essayer de bouger ça. Là. Bon. Voilà. Ça. Donc ça, c'est, vous voyez, je suis sur mon serveur. Et là, vous voyez, pareil, hein, j'ai mis le truc avec Swagger et tout, la doc. On peut faire pareil. Comme on a fait en local, vérifier, ça marche. Bon, je ne vais pas le faire ici. Je vais peut-être vous montrer comment le faire directement sans la doc. Ici, vous pouvez faire un appel direct. Hein, vous faites Credit Scoring, Predict, et vous montrez toutes les infos. Par exemple, si je change ici, je mets un 2, je crois que ça devrait marcher. Voilà, il devient mauvais client tout d'un coup. Et c'est pareil, vous pouvez utiliser n'importe quel langage aussi pour le faire, quoi. Quand je fais pas du R, je fais un peu de Julia, mais bon, je suis quand même toujours un débutant. Enfin, ça fait longtemps que j'en fais pas seulement, c'est ça. Et normalement, si vous utilisez la librairie HTTP de Julia, c'est pareil. Vous pouvez utiliser request de Python, vous allez avoir ça que vous pouvez parser avec c'est du JSON qui en sort. Voilà. Donc, je rentre pas dans plein de détails, c'est juste vous montrer ce qui est faisable et possible, parce que parfois, j'entends des gens dire on peut pas faire ça, c'est juste pour faire des prototypes. En fait, moi, je pense qu'il n'y a pas de langage pour mettre en production. Peut-être des langages où il y a plus de facilité à mettre en production, mais mettre en production, c'est plus une philosophie. Il faut respecter plein de choses, il faut être carré sur plein de trucs et avoir une philosophie d'ingénieur. Que parfois, quand, par exemple, tu es statisticien comme moi, tu l'as pas forcément. Quand je parle d'ingénieur, c'est ingénieur dans le sens de développeur. Donc, utiliser un peu tous ces outils qui sont là. Et du coup, je pense qu'avec n'importe quel langage, c'est faisable. Si vous avez la chance dans un langage où il y a un écosystème riche, ben, c'est beaucoup plus facile parce qu'en en 2-3 lignes de code, en utilisant le framework X ou Y, vous pouvez faire des choses. Mais globalement, c'est très, très faisable. En termes de perf, je n'ai pas fait le test. Plumber est moins lent qu'un autre qui s'appelle REST-RServe que j'ai déjà utilisé aussi. Et REST-RServe, il est assez rapide, hein, je pense, du niveau même un peu
des autres outils un peu Python. Dans les derniers benchmarks que j'ai vus, il y a un benchmark qui s'appelle API pour les API. Et sur le dernier benchmark que j'avais vu, il était pas mal. Donc, en termes de perf, il y a de quoi faire. C'est assez rapide. C'est un peu ça l'avantage parfois d'utiliser R, c'est que tu prototypes vite et maintenant tu peux aussi déployer assez rapidement. Et après, il faut savoir qu'il y a plein d'organisations qui utilisent R aujourd'hui en production. Donc, je ne sais pas si j'ai la liste. Je peux te montrer ça, voilà. Voilà, vous voyez, ça c'est la liste. C'est quelqu'un qui fait une liste comme ça, par exemple, voilà, Airbnb, BBC, BuzzFeed, Dyson, eBay, Facebook. Franchement, il y a beaucoup de grosses compagnies qui ont des modèles en prod, qui utilisent R pour faire plein de choses. Et c'est vrai que R, il y a 10 ans, ou bon, ok, soyons gentils, même il y a 5 ans, et R aujourd'hui, c'est un peu différent. Les choses sont beaucoup améliorées. Les développeurs R se professionnalisent un peu plus dans le sens où ils adoptent un peu plus les outils de développement. Et je pense que c'est lié au fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de data scientists que de statistiques. Pas beaucoup plus, mais c'est beaucoup plus à la mode d'être data scientist qu'être statisticien. Et du coup, un data scientist, c'est quelqu'un qui, quand même, il maîtrise assez bien tout ce qui touche tout ce qui est computer science par rapport à un statisticien. Et je pense que ça a permis à un écosystème un peu de naître et de devenir beaucoup plus mature sur R. Donc, je veux m'arrêter là. C'est dommage que mes slides, je ne sais pas pourquoi ils ne marchaient pas. Mais je veux quand même essayer de les repartager, mais il n'y a pas grand-chose dessus. Et puis, ceux qui sont intéressés sur le code, je peux aussi partager avec Tierno pour qu'il partage avec vous. Donc, je vais m'arrêter là pour qu'on ne déborde pas trop et essayer de respecter un peu le temps. Après, on pourra toujours discuter lors des questions. Voilà, merci. Okay. Merci beaucoup, Nico. Donc, comme d'habitude, merci. Et oui, je pense que la plupart des gens ont émis le souhait d'avoir accès au code et aux données qui sont utilisées aussi. OK. Donc, je pense que ce serait cool de partager ça et après, on pourra mettre ça sur le lien du Meetup et sur le Slack de Gasner. Ça marche. Oui, il n'y a pas de souci. Pour les données, je pense que je les ai tapées un peu à la main. J'avais cette manie à l'époque quand j'étais étudiant parce que je vois que j'ai des amis qui ont fait l'école statistique comme moi, on fait partie du même réseau. J'avais le livre de Saporta et il y avait plein de données qui étaient là. Il y avait des données parfois, ils étaient sur le document. Il y en a que j'ai tapé à la main. Cette base de données, elle est extraite du livre de Saporta. Pour ceux qui ne savent pas, Saporta, le livre, c'est Probabilité, analyse de données statistiques. C'est un gros livre, il y a plein de choses dessus. Et c'était un des exemples qui était dessus. Donc, je l'ai un peu modifié, mais je peux partager, il n'y a pas de souci. Et les codes aussi sont partageables. OK, cool. OK. Oui, vas-y. Non, je ne sais pas après s'il y a des questions parce que je vois pas bien. OK. Oui, donc là, pour les gens qui veulent poser des questions, comme d'habitude, je vais juste de lever la main. Perso, j'en ai. Je vais attendre de voir. C'est vrai que l'outil qui permet de lever la main là, c'est pas très simple. Non, mais ouais. Bon, peut-être on peut voir dans le chat s'il y a des questions. Je vois. Oui, c'est ça. Mais je suis allé un peu vite. Je suis vraiment désolé quand même. Hein. J'aurais bien voulu prendre du temps, mais. C'était clair. Oui, voilà. vas-y, Patrick. Il va me descendre, Patrick. Non, je vais pas te descendre. Bon, déjà, merci pour la presse. Moi, je fais pas de R, mais j'ai appris 2-3 trucs. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu déploies toujours de cette manière? Est-ce qu'il y a des manières particulières de déployer avec les clients que tu as eus, etc. Ok, bon, j'espère que tu vas me pardonner parce que je vais dire un mot que je sais que tu n'aimes pas beaucoup, mais en fait, en général, j'utilise Docker quand je veux déployer des applications. Pourquoi j'utilise? Parce que ça me permet juste d'être sûr que j'ai un environnement bien protégé avec des packages bien versionnés et tout ça et que je balance ça comme ça et je peux le laisser mourir là-bas et c'est beaucoup plus facile pour moi. Mais après, quand ce sont des dashboards, c'est assez simple. Hein. Je les déploie sur un serveur, le code est sur Git. Je fais un tout petit peu de tests. Les applications Shiny, je les teste pas trop. C'est quelque chose. Je teste juste quand c'est très lent pour voir un peu. Et c'est même pas des vrais tests. Je fais pas de. C'est juste pour voir un peu les bottlenecks et puis revérifier. Mais
Mais du coup, pour répondre rapidement, pour les dashboards, non, il n'y a pas de processus très compliqué. Hein. J'écris mon code et puis à partir du code et tout, je déploie ça sur Git. Après, il y a un truc qui est cool, c'est que comme j'utilise GitLab, avec le CI de GitLab, il y a le truc là, Docker en Docker qui permet de faire pas mal de choses pour déployer automatiquement. Donc, voilà, c'est un peu ça. Mais souvent, ce sont des données qui sont très sensibles et c'est pas public. La dernière dashboard que j'ai faite, c'était sur Ebola, c'était sur tout ce qui était données communautaires et tout, et c'était des données très, très sensibles. Donc, c'était une dashboard qu'il fallait protéger avec un mot de passe et puis un système d'authentification à 2 facteurs, des trucs assez compliqués. Et je savais pas que c'était faisable avec R, mais avec un peu de chance et beaucoup de Google, j'ai trouvé des méthodes et ça utilisait un peu ce que je t'ai dit. Donc, voilà. Mais après, si tu as des tips, moi, je veux bien. Je suis pas dev et tout, mais c'est sûr qu'apprendre à mieux faire et être beaucoup plus robuste sur sa façon de créer des produits de données, je pense qu'on devrait tous le faire. Non, pour moi, ça me va. Hein. Ouais, j'ai mes opinions sur Docker, mais c'est cool. Bah, tu vas nous faire une présentation un jour sur Docker, pourquoi c'est chouette. Tiens, non, il faut le prendre. Un jour, ouais, un jour. Pour qui fera la présentation? Patrick, il va nous dire pourquoi Docker, c'est chouette. Je l'espère. C'est vrai que Docker, c'est pas mal utilisé pour le déploiement de modèles aussi. Oui, je pense que non, mais c'est bien parce que ça permet aussi de rendre les choses reproductibles. Rendre ces analyses reproductibles, c'est quelque chose d'assez important aussi. C'est-à-dire, si tu fais une analyse aujourd'hui, il faut que dans 6 mois, tu puisses refaire l'analyse. Donc, voilà. Je vois qu'il y a une question. En quoi l'embarquement de data scientist pour aider à la lutte contre Covid? Ah, ça, c'est une bonne question. Je pense que pour Covid, ce qui est important, il faut déjà avoir une bonne expertise. C'est-à-dire, si vous n'avez pas cette expertise, c'est bien d'avoir travaillé avec des médecins, des épidémiologistes et être un data scientist qui est à côté d'un épidémiologiste. Donc, vous faites très bien ce que vous faites avec eux, mais tout seul, je dirais non parce que ce sont des données qui sont difficiles à interpréter quand on n'a pas la connaissance métier. Mais après, on peut faire pas mal de choses. Un data scientist, normalement, c'est quelqu'un qui est censé savoir faire des modèles et qui est censé interpréter les données, qui peut aussi faire des belles dashboards, qui peut transformer un vieux fichier Excel en information. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Mais je pense que pour cette crise, franchement, je vois des dashboards tous les jours. Il y en a au moins une 50aine. C'est bien, ça montre que les choses ont changé. Pour avoir vu d'autres crises humanitaires, Ebola, c'était pas ça. Après, peut-être que le côté pandémie en Occident aussi, c'était pas vraiment une pandémie, quoi. Ebola, ça ne concernait que nous. Mais je trouve que les choses ont beaucoup évolué et que les data scientists ont quand même fait pas mal de boulot. Après, moi, je pense que le plus important, c'est plus si on veut faire quelque chose sur Covid, dans les data scientists, on peut aider. On se greffe à quelque chose qui existe déjà. Par exemple, il y a de belles initiatives au Sénégal. Il y a Covid Data SN, là, le truc de Dovby, là, sur GitHub, qui est pas mal. Et puis, il y a d'autres qui font pas mal de choses. Et après, si vous travaillez avec des médecins ou des gens du gouvernement, des épidémios, ils peuvent vous dire les besoins directement et vous pouvez les aider parce qu'ils n'ont pas accès peut-être à des personnes qui ont ces compétences. Peut-être je prends peut-être une ou deux, ensuite je vais m'arrêter. Je ne vois pas les mains. Je vois échantillonnage de tests. Des tests, oui, des tests, c'est possible. Il y a une publication qui utilise justement des tests statistiques pour montrer pour voir un peu l'étendue, si tu veux, des gens qui sont réellement porteurs, en fait, si vous voulez. C'est un truc qu'ils ont fait en Californie. Je sais que c'est une approche basée sur des tests. Je pense que c'est l'estimation, mais j'ai vu plusieurs tests dans leur analyse. J'ai vu un blog qui explique ça. Je peux peut-être le partager. Après, échantillonnage, s'il y a une enquête, bien sûr qu'il y a un échantillonnage. Et il y a aussi beaucoup de gens qui préparent des enquêtes et surtout des enquêtes un peu qui utilisent un peu les call centers et tout ce qui est téléphonie parce que en ce moment, avec le confinement, c'est difficile de faire des enquêtes. Et là, du coup, aussi, il faut être très malin pour l'échantillonnage, il faut être très malin pour la post-stratification des résultats. C'est un autre monde. Là, c'est la statistique pure parce qu'il faut redresser un peu tes résultats pour qu'ils soient interprétables. Donc là, oui, il y a aussi beaucoup de boulot de ce côté. OK, du coup, je pense qu'on a 2 mecs qui sont levés. Il y a Madeleine Diop. OK. Madeleine, tu peux y aller. Allô, bonsoir. Bonsoir. En fait, vous avez fait une très belle présentation. Maintenant, moi, ma question, c'est quel est
quel background il faut avoir pour se considérer data scientist? Parce que je suis étudiante en statistique et informatique décisionnelle, mais je vois tout le temps des gens dire qu'ils sont data scientists, des statisticiens qui se considèrent seulement statisticiens. Maintenant, je ne sais pas quel est le background qu'il faut avoir pour se considérer en tant que data scientist. Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'on peut faire un meet-up rien que sur cette question parce que il y a pas de bonne réponse déjà. Ça, c'est un. Après, je pense que voilà, il y a Patrick qui dit qu'il faut faire pip install panda. Non, en réalité, moi, je pense qu'un data scientist, c'est un profil hybride entre statisticien et, entre guillemets, informaticien. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à traduire computer scientist en informaticien. Je trouve que c'est bizarre, mais ce n'est pas grave. C'est un profil hybride entre les deux. Donc, si vous êtes informaticien à la base, vous devez acquérir des compétences en statistique et bien comprendre la donnée. Et si vous êtes statisticien, il faut bien comprendre un peu tout ce qui est informatique et tous ces autres aspects. Donc, il y a des formations aujourd'hui qui le font. À l'époque, ça n'existait pas. Et les premiers statisticiens, c'est assez compliqué. Par exemple, moi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Michael Jordan. C'est pas Michael Jordan du basket, c'est Michael Jordan de AI et de statistique. Il se considère comme statisticien, mais c'est quelqu'un qui a contribué énormément à l'intelligence artificielle et à plein d'autres choses. Mais il se dit statisticien. Moi aussi, je me dis statisticien parce que j'ai une formation de statisticien et pour moi, c'est toujours l'art de travailler avec les données et de transformer ces données en décisions. Après, je ne prétends pas faire de AI. D'ailleurs, j'assiste tout le temps aux formations d'Elias sur Deep Learning, là, en espérant pouvoir comprendre. Mais juste rapidement, pour finir sur ta question, il n'y a pas de label ni rien. Si tu penses que tu peux prendre une base de données, transformer ces données et faire du sens, c'est déjà bien. Tu peux te dire statisticien, tu peux te dire data scientist. Il y a des gens qui disent, il y a d'autres titres. Il y a des gens qui disent machine learning engineer. Il y a plein de titres. C'est pas très important les titres. Ce qui est important, c'est ce que tu sais faire avec les données et ton travail que tu vas faire dessus parce que je pense que le point commun finalement, c'est la donnée. Si tu travailles avec des données régulièrement et que tu transformes tes données brutes en informations et décisions, tu es déjà, pour moi, quelqu'un qui fait ce genre de choses. Donc, après, si tu veux, pour booster ta carrière, tu mets data scientist, ça marche mieux. Moi, c'est parce que je suis un peu vieux maintenant que je mets statisticien et tout. C'est pas grave, ça ne changera plus rien pour ma carrière. Mais si j'étais il y a 10 ans, j'aurais sûrement dit data scientist. D'accord, merci beaucoup. De rien. HP, je pense que HP a levé la main. Bonsoir tout le monde. C'est bon, vous m'entendez, j'espère? Oui, on t'entend. Oui, bonsoir. OK. Alors, merci beaucoup à tous, Galsen, et surtout Ahmadou, pour la clarté de cette présentation que je trouve très intéressante. Merci beaucoup. J'avais juste deux petites questions. Donc, l'une, c'est par rapport au choix du modèle. Par exemple, ici, dans l'exemple que vous avez utilisé, avec cette démo, vous avez utilisé la régression logistique. Bon, qu'on utilise d'ailleurs pour la plupart des modèles de scoring. Est-ce que vous avez eu à travailler d'autres modèles statistiques qui est différent de la régression logistique? Ça, c'est la première présentation. Donc, l'autre, c'est par rapport à la mise en production des données. Par exemple, si on travaille, bon, je prends l'exemple de la banque. En général, on travaille sur des bases de données, soit Oracle ou bien SQL Server, et il y en a d'autres. Maintenant, comment ici gérez-vous le modèle en production s'il y a des mises à jour par rapport aux données? C'est-à-dire que, par exemple, les données bancaires, on sait que la plupart, c'est des données annuelles ou mensuelles. Maintenant, avec le modèle, oui, exactement, le modèle en production, comment on va gérer ces nouvelles données? Ok, c'est une très bonne question. Donc, je vais essayer d'aller vite. La régression logistique, c'est parce que, voilà, comme je disais, je suis statisticien, je suis assez familier un peu de l'algorithme, je sais comment ça fonctionne. Et en général, quand on fait un travail, on commence toujours par le plus simple. Et c'est souvent un modèle un peu de baseline. Si c'était un travail, un vrai boulot, j'allais essayer. Et puis, s'ils ne sont pas satisfaits des résultats en termes de performance du modèle, du coup, là, je passe à d'autres algorithmes. Ce qui marche très bien, qui peut marcher bien avec les données tabulaires, souvent, ce sont les méthodes d'ensemble d'arbres. Après, les ensembles d'arbres et tout, ça peut être soit du random forest
ou des méthodes du style gradient boosting machine, ou maintenant tout le monde dit XGBoost parce que c'est un des plus populaires. Mais après, il y a plein d'autres approches qui marchent toujours bien. Moi, une approche que j'aime beaucoup, c'est les processus gaussiens, par exemple. C'est aussi des modèles non paramétriques qui peuvent modéliser aussi des réponses binaires. Et voilà, je pense qu'il faut commencer toujours simple. Après, tu montes en complexité selon, il y a 10 milliards de modèles qu'on peut appliquer à tout ça. Après, comme ce sont des données un peu bien structurées, il faut toujours aller au plus simple. Un modèle simple, il se casse moins vite qu'un modèle très compliqué. Donc, et puis, j'ai pas utilisé de régularisation ici. Bon, c'était une petite base de données, mais quand on a des grosses bases de données, il faut penser à des méthodes de régularisation, même si on fait une régression logistique, pour être sûr que les choses soient bien robustes. La robustesse, c'est un truc super important. Après, pour le deuxième point, il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé. Il y a une approche, par exemple, qui permet de traduire des modèles statistiques en code SQL directement. Donc, je peux te faire directement du scoring sur ta base de données. Donc, en live, dès que les données rentrent, on peut faire des triggers ou des choses comme ça. Mais du coup, je te traduis, par exemple, la régression logistique. Ça coupe. Je ne sais pas si tu parles ou pas, mais le micro coupe un peu. Mais je veux dire, ça, c'est un des premiers trucs déjà. Ça ne répond pas à ta question directement, mais je voulais juste en parler. On peut faire des modèles directement sur la base de données. C'est un projet que quelqu'un a commencé il n'y a pas très longtemps, qui traduit les modèles, surtout des modèles comme la régression logistique. Il y a Random Forest maintenant, il y en a pas mal, il y a quelques algorithmes et tout, en code pur SQL. Et du coup, tu as du code SQL qui est généré à partir d'un code R de modèle. Et du coup, tu le mets directement dans ton truc, dans ton pipeline. Après, tu peux faire un modèle simple et tu peux faire dans ton algorithme et tout un système de mise à jour qui fait qu'il va aller faire une requête à la base de données, récupérer les données et faire des prédictions. Il y a aussi plusieurs approches pour le faire. J'ai pas touché le côté base de données. C'est vrai que c'est une partie très, très importante dans la mise en production parce que les données viennent de là. J'ai pris un CSV. C'est vrai que c'est pas très réaliste. Mais je veux dire, il y a plein d'approches pour mettre même un scheduler et tout, pour dire, bon, voilà, ou mettre des triggers et tout. À chaque fois que tu fais ça au niveau de la base de données, il faut mettre à jour le modèle. Il y a plein d'approches. Tout dépend aussi de la base de données que tu utilises. Mais voilà. Mais non, il y a plein de choses. Après, ça, c'est des choses à discuter vraiment précisément. Mais juste pour dire, il y a des outils et ça, c'est très faisable. D'accord. Merci de ces réponses. De rien. Je pense qu'on peut prendre une ou deux autres questions avant de finir du coup. Non, il n'y a pas de souci. OK. James? Oui. Bonjour. Bonjour. Bon, j'ai posé une question sur le chat. Thierno m'a répondu, mais bon, j'aimerais avoir vos réponses aussi. Ah, mais si Thierno a répondu, c'est fini, hein? Non, je rigole. Non, c'est pas fini, ça fait que commencer. Alors, moi, je suis un informaticien pur, et je suis intéressé. Laisse papa poser des questions, d'accord? Désolé, hein, vous posez aussi des questions. Voilà, donc, j'aime beaucoup m'amuser avec toutes sortes de choses et je suis un ami d'Elias, donc tout ce qui fait ça m'intéresse. Du coup, je me dis, en tant qu'informaticien, je veux juste faire je reprends ce que j'avais dit là-bas, faire joujou avec les modèles. Genre, utiliser les modèles existants sur des données pour faire sortir des choses, prédire des choses. C'est quoi le parcours? Parce que des fois, j'ai l'impression que, quand tu prends un cours, ils mettent plein de choses pour ceux qui veulent créer des modèles, ceux qui veulent... Alors que moi, je veux juste utiliser des modèles existants. Savoir que ce modèle fait ça, me permet de faire ça, les utiliser avant de venir approfondir les choses. C'est quoi le parcours? Bonne question. Écoute, moi, je vais être direct avec toi. Si tu es informaticien et tu es ami d'Elias, investis dans Python. Je suis un pro R, hein, mais ça va être beaucoup plus facile pour toi en plus, vu ton profil, tu vas plus être intéressé à faire du machine learning. Il y a plein de frameworks, il y a plein d'outils. Essaie d'apprendre à utiliser scikit-learn. Et puis, il y a plein de bouquins, il y a plein de tutoriels. Aujourd'hui, en fait, le problème qu'on a, c'est qu'il y a plein de choses. Et tu es inondé d'informations et c'est difficile de choisir la bonne. C'est ça mon problème. Mais c'est tout le monde. Et donc, le conseil, c'est d'aller simple et de faire des projets.
Il y en a ici qui font pas mal de projets. Par exemple, Fodé, je vois, il fait tout le temps des petits trucs là. Chaque fois, il est là, il traficote ses données, il fait des choses. C'est comme ça qu'on fait. Il faut pas juste lire il faut pas juste lire. Il faut faire des choses. Dès que tu as lu un peu, il faut pas mettre la barre très haute en te disant que j'ai besoin de tout ça. C'est vrai qu'il faut je dis pas qu'il faut pas, tout le monde peut le faire. Je veux être honnête, tout le monde ne peut pas le faire. Mais quand on est passionné, on peut déjà apprendre à bidouiller. Et après, quand on bidouille, l'étape d'après, c'est d'essayer aussi de comprendre après comment ça fonctionne. Ce que tu as dit est clair. Tu as envie d'abord de toucher, t'amuser un peu avec. Moi, je te conseille d'avoir un projet simple. Tu te dis, bon, tu vois, là, je parlais de crédit scoring. Tu peux prendre un projet similaire. Tu dis, OK, je veux faire un truc comme ça et je veux le coder moi-même ou je veux utiliser quelque chose qui existe. Comment le faire sur Scikit-Learn? Tu vas trouver 10 000 tutoriels en ligne et tu en prends un, tu fais. Mais il faut faire. Il faut faire. C'est avec la pratique que tu vas être familier de ces outils et que tu vas commencer à les prendre en main et après, tu vas commencer à modifier les choses. Et peut-être demain, tu vas te dire, bon, voilà, je vais peut-être moi-même faire mon propre algo ou je vais peut-être modifier cet algo parce qu'il ne marche pas comme je veux. Mais il faut faire la pratique. C'est pour ça que les sites comme Kaggle, les Indie marchent bien parce que les gens veulent pratiquer en fait sur des vraies données. Et c'est ça qui fait qu'on devient beaucoup plus fort après parce qu'il n'y a pas que le côté science, il y a le côté art. Et il est très, très, très présent dans ce travail avec les données. Et c'est que la pratique. Donc, le conseil que je te donne, c'est va t'amuser avec des données et puis tu verras. Justement, c'est ce que je veux faire, mais je ne sais pas par où commencer. Tu dis que tu es ami avec Elias. Comment est-ce que tu peux être ami avec lui et puis tu ne sais pas où commencer? Elias? Non, lui, il fait des présentations très profondes. Tu vois, les Jeeps là, dans tout ce qu'il fait, il y a Jeep dedans. Oh, moi, je veux juste je joue avec les petits trucs. Et tout. Mais je ne sais pas si tu es dans le Slack, peut-être que ce qu'on peut faire, Tierno, c'est peut-être aussi des fois partager des tutos comme ça, des liens vers des tutos simples pour ceux qui veulent commencer. Il y a des liens. J'espère qu'il n'est pas sur le meeting, Elias, parce que bon, c'est trop compliqué. Quoi. Mais non, c'est très bien fait. Même moi, j'ai compris le deep learning un peu la dernière fois, presque compris sur YouTube Live. Donc, ouais. Ok. Merci. Bon, de rien. Ok, c'est ça. Je pense qu'on va faire ça. De toute façon, j'ai envoyé un message sur le truc, un site qui s'appelle Fast AI, là, qui donne quand même. C'est ça. Il va tout droit à l'objectif. Okay. Et là, quand même. Après, oui, ça dépend. Si tu as avec des données tabulaires, souvent, tu n'auras pas un modèle qui est déjà fait. Quand je dis déjà fait, ça veut dire que le modèle est même déjà entraîné, quoi. Donc là, par contre, mais tu as déjà le code qui est là. Donc, par exemple, pour entraîner un modèle sur des données tabulaires comme ça, il suffit juste d'appeler 2 lignes pour faire le fit et l'autre ligne, c'est pour lire les données, quoi. Tu vois. Donc, c'est hyper simple en termes de code. Et les librairies qui le font sont là, comme ça, Scikit-Learn et tout ça. Et avec Fast AI, de toute façon, il utilise ces librairies-là. En plus de ça, si c'est des données d'image ou de texte, il y a déjà même des modèles qui existent pour la plupart des choses. Après, il faut juste modifier un peu par rapport à ton contexte. Okay. Donc là, je pense que c'est hyper simple à faire pour démarrer. Après, au fur et à mesure, tu peux comprendre, essayer de comprendre comment ça marche derrière. Ouais, c'est ce que disent les pros tout le temps. C'est très simple. Hein? Non, il faut faire. Non, c'est pas ça. Il faut faire juste. On va te partager un lien et puis tu vas nous faire ça en une semaine. C'est bon, on fait ça. D'accord, ouais, on fait ça. Voilà. Ouais. Okay. Bon. Et je pense qu'il n'y a plus de questions. Ok. Par contre, moi, j'en ai juste une question pour toi. Et tu as présenté le truc qui s'appelle ACM pour les variables qualitatives. C'est quoi vraiment, de manière très, très intuitive, puisque moi, tu me connais en maths, je suis hyper nul. La différence entre ça et ACP, quoi. En fait, ACP, c'est plus pour les variables. Ben voilà, c'est plus pour les variables quantitatives. En réalité, c'est une façon de voir ça. Si tu veux, tu peux voir ça. Tu vois la corrélation entre deux variables. Quand on veut la généraliser, on veut être en multivarié. En général, quand on généralise cette idée, on arrive vers l'ACP. Tu vois, par exemple, quand on fait notre analyse exploratoire, on n'a que des variables quantitatives. Quand tu veux regarder le lien entre tes variables, souvent tu fais une ACP. Tu regardes le cercle de corrélation sur le premier plan factoriel et tu regardes un peu. Il y a cette idée quand même de corrélation qui est derrière, même si ce n'est pas que ça. Ça dépend comment tu le présentes. L'ACM peut être vu à peu près pareil, mais là, tu définis une autre distance qui n'est pas la corrélation, mais là, c'est une distance qui est plus proche de celle du qui2 entre les modalités. Mais en gros, les proximités aussi tu vois, par exemple, bon, je ne peux plus repartager mon écran, mais le plan que j'avais, il y avait toutes les modalités de toutes les variables qualitatives. Quand deux modalités sont proches, c'est-à-dire que tous les individus qui prennent une modalité, la modalité A,
ben, la plupart des études prennent la modalité B. Donc, ça donne un peu un sens de proximité. Après, ces outils, de toute façon, que ce soit l'ACM ou l'ACP, c'est vrai que tu as déjà bien défini quantitatif pour l'ACM et quantitatif pour l'ACP et qualitatif pour l'ACM. Il y a plusieurs aussi façons de les définir, surtout l'ACP. Si tu regardes un livre américain sur l'ACP, tu regardes un livre français sur l'ACP, c'est deux choses différentes. Nous, on a une approche assez géométrique, les francophones en général. Et donc, l'ACM, là, comme je l'ai défini, c'était vraiment dans le sens un peu géométrique, au sens des proximités un peu entre les modalités des variables. Donc, quand je prends plusieurs variables qui ont plusieurs modalités, je regarde juste comment elles sont proches ou elles s'éloignent. Par contre, ce que j'ai fait qui est important, c'est que la variable que je dois expliquer ne rentre jamais dans le calcul de l'ACM. Je fais l'ACM sans cette variable et ensuite je projette cette variable dans le plan factoriel. Comme ça, je regarde sans biais comment est-ce que cette variable se positionne dans ce plan qui a été généré par les autres variables. Et du coup, là, ça te permet de juste dire, bon, ça c'est proche de ça, ça c'est proche de ça. Plus ou moins, il y a des statisticiens là, peut-être qui pourront me corriger. Mais ouais, tu peux voir ça comme une généralisation un peu ou juste une déclinaison de la même approche, mais pour les variables qualitatives. Ok, si, je vois maintenant. Ok, donc c'est surtout sur l'aspect utilisé pour voir la relation entre des variables, quoi. Au lieu d'utiliser la corrélation classique comme personne, vous utilisez d'autres choses, quoi. Oui, voilà, c'est ça. On définit une distance entre les modalités, quoi. Ok, là, je pense que les questions sont bonnes. Peut-être, bon, il y a quelqu'un qui a demandé comment tu intègres le Black Swan, le Black Swan dans tes modèles. Comment? Ah, ça c'est une blague. Écoute, j'ai pas parlé de queue épaisse aujourd'hui malheureusement, mais la prochaine fois on peut faire une spéciale Nassim Taleb et puis on va faire du Black Swan si tu veux. Il se moque de moi. Ouais, merci à tous d'être restés jusqu'à 22h quand même, alors que c'est l'heure de la rupture. Enfin, c'est la rupture. On est censé être en train de manger pour ceux qui jeûnent. Ceux qui jeûnent pas peut-être faire autre chose, mais bon voilà. Merci beaucoup et merci à Gatsen et Yael d'organiser tout ça. Et puis, désolé encore pour les problèmes techniques du début. Il faut que voilà. Ça va. En tout cas, moi, merci beaucoup pour la présentation et au nom de toute la communauté Gatsen et Yael. Et aussi, merci à Ibrahim pour la première présentation. Ben, on attend le tuto d'Ibrahim. Hein. C'est sûr qu'il nous a donné l'eau à la bouche avec tout ce qu'il a fait là. Dès qu'il sera là, je pense qu'on pourra faire un meeting en présentiel pour avoir les démos et tout. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde pour le temps et aux présentateurs. Ok, merci. Ok, merci.